Denis Kambayi, ministre des Sports, merci d'avoir accepté cette fois-ci de nous accorder cet entretien. C'est donc avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons et nous en profitons pour vous présenter nos voeux le meilleur pour l'année nouvelle. Merci beaucoup. Je voulais réciproque sincèrement. On a pris quand même beaucoup de temps pour se rencontrer. Je suis très sollicité et trop pris. Bon, mieux vaut tard que jamais. Voilà. Vous êtes issu du monde sportif. On peut dire que cela devrait être facile pour vous de devenir ministre des Sports. Oui, mais c'est facile, mais la grande difficulté, c'est que vous pouvez avoir des idées, mais l'accomplissement de ces idées-là nécessite des moyens. C'est là où des choses bloquent. C'est-à-dire, vous pouvez bien maîtriser votre secteur, avoir beaucoup d'ambition, vouloir faire des choses, mais si les moyens ne suivent pas, c'est un problème. Voilà. Je mène cette interview avec Gloriel Tambou, qui pourra intervenir le moment venu. Quelle a été votre approche générale face à la complexité justement du monde sportif congolais? Non, je n'ai pas trouvé beaucoup de difficultés. C'est comme vous l'avez dit, je suis moi-même sportif pratiquant. Je suis dirigeant dans les mouvements sportifs. Ici, il était question que nous puissions apprendre pratiquement de la théorie, utiliser notre théorie comme matériel didactique et appliquer ça dans ce qu'on est en train de faire. Quand on doit arriver à la tête de ce ministère, la première chose, c'est que je devais rencontrer mes collègues dirigeants sportifs pour les dire, voilà, désormais, je pilote à la tête de ce ministère, mais nous faisons quoi ensemble? Et par rapport aussi à la loi sportive que nous avons adoptée à l'Assemblée nationale et promulguée par son Excellence Monsieur le Président de la République, on devait faire avec un peu la rigueur en ce qui concerne la loi, mais en collaborant toujours avec des anciens collègues dirigeants sportifs. On travaille comme ça. C'est pour ça que je fais toujours la différence, John. Je fais toujours la différence. Même si j'ai déjà pris une décision dans mon bureau, mais je fais toujours un effort de changer avec les clubs et tout ça. C'est comme ça qu'on est en train de marcher depuis plus d'une année à tous de ces ministères. Ok. Alors, que pensez-vous de la professionnalisation du sport congolais? C'est une nécessité absolue. C'est une nécessité absolue. C'est conforme à la loi sportive. Mais nous n'avons pas encore beaucoup de sponsors, beaucoup de managers dans le secteur du sport. Et si ce n'est pas des dirigeants politiques qui s'invitent dans les sports, essentiellement dans les sports de masse, tels que le football, mais pour d'autres disciplines, essentiellement des disciplines de combat, c'est le volontariat. C'est volontariat, on n'a pas encore vraiment de managers dans le secteur du sport. Voilà, c'est un souci pour faire le professionnalisme dans les sports et aussi l'application de la loi sportive. Nous devons, dans les jours qui viennent, organiser encore des séminaires, mais ça ne sera que des théories, parce que je vous dis, sincèrement, John, on a un problème sérieux. Les gens viennent bien investir dans d'autres secteurs que dans le secteur du sport. Et pourtant, c'est un secteur qui peut apporter beaucoup de moyens si on sait bien savoir servir. Alors aujourd'hui, le fait que justement dans le club, dans les sports de masse comme le football, des clubs tendent à se transformer en société, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'appuyer cette démarche? Oui, mais pratiquement tous les clubs, tous les grands clubs de la République démocratique du Congo, ce sont des clubs qui ont de l'histoire. Qui ont de l'histoire en dehors de clubs privés. Qui ont vu le jour il y a 5-10 ans, moins de 10 ans bien sûr, ou moins de 15 ans. Mais le reste des grands clubs, ici c'est des vieux clubs qui ont généralement 80 ans. 80 ans, 90 ans. Donc c'est des vieux clubs comme la SV Club, Daring et les autres. C'est des clubs qui ont de l'histoire. Même si on tient à les transformer en des sociétés, mais ce ne sont que des sociétés de nom. Parce qu'au finish, il y aura des fondateurs, des initiateurs, des autorités morales, et tout ça. Et pourtant, nous devrions à la longue imposer le sport dans les entreprises. Si c'était les entreprises qui formaient des équipes, là, ça pouvait aller dans la logique de prise en charge dans les budgets des entreprises.
les Congolais n'ont pas encore l'esprit managérial en ce qui concerne les sports en général. Alors, sous votre mandat, particulièrement le football justement, a eu beaucoup de succès. À quoi est-ce que vous l'attribuez? Oui, à la volonté. À la volonté, et j'ai eu la grâce d'avoir un président de la République qui lui-même est un sportif pratiquant. Parce que je voudrais vous ne pas peut-être sortir certaines, comment on appelle, certaines décisions d'État à la place publique, mais il y avait des fois où vous êtes bloqué sur une décision, sur les cabinets du président de la République qui vous appellent pour donner certaines orientations à faire. Dans notre pays, le sport est pris totalement en charge par le gouvernement. Le sport est pris en charge totalement par le gouvernement. Il y avait des sponsors qui étaient, je pense, la Ligue nationale de football, on vous disait, le prix à gagner pour un champion équivalait à plus ou moins 100 000 $ seulement. Mais si vous prenez le fonds que chaque dirigeant met dans l'organisation des compétitions, il peut atteindre un budget qui dépasse plus de 200, 300, 400 000 $ pour gagner 100 000. Non, il y a une grande responsabilité de structure que nous déléguons le pouvoir pour agir, pour qu'ils puissent continuer à chercher. Ne nous demandez pas, nous, gouvernement, après avoir mis en place la politique nationale des sports, qui commence encore à toquer aux portes de sponsors seulement. Il faut quand même des clubs, des structures auxquelles on donne le pouvoir d'innover, de voir un peu ce qu'on peut faire. Je donne l'exemple de la Madagascar. L'équipe nationale de Madagascar, le gouvernement ne donne rien. Donc ils s'organisent, ils trouvent des moyens et ils agissent. Nous avons hérité d'une situation, mais on va faire mollo pour atteindre un peu le niveau de ce qui se passe à travers le monde. Si vous voyez tous ces stades qui sont à l'étranger pleins, il y a la responsabilité des organisateurs et des clubs. On n'a pas encore de clubs professionnels dans notre pays. Je ne vois pas un club qui peut se dire aujourd'hui professionnel, en sens que beaucoup de clubs, c'est des clubs liés aux individus. Si le président se fâche, il ferme sa valise, et son argent il est parti, le club tombe. Mais comment fait-il? C'est peut-être une parenthèse, une porte dans laquelle j'entre déjà. Comment c'est-il que il y ait tant de gens qui viennent au stade et qu'en même temps on parle de la pauvreté? L'équipe nationale fait les pleins du stade des Martyrs, V-Club fait les pleins de tel stade, des SMP, ainsi de suite. Mais ça au moins ça pouvait déjà servir comme financement du football au moins. Oui, je crois que c'est, comme je disais, il faut être dans la maison pour comprendre des choses. Hein. Il faut être dans la maison pour comprendre des choses. On peut faire le plan d'un stade, mais il y a plus de 30% de typos qui sont entrés au stade sans avoir payé. Les soi-disant ayant droit, des gens qui viennent avec des cartes, tout ça, ils ne payent pas. Et même si cela, on arrive à payer pour entrer dans un match de football, mais ce n'est pas la valeur qu'il faut. Si on a aujourd'hui, il y a une grande compétition organisée. Le fonds pour l'organisation de cette compétition englobe déjà même les budgets même de prix à payer. Dernièrement, on a un peu de petites incompréhensions avec la Linafoot où j'avais instruit. Et ici, dans mon cabinet de travail où vous êtes en train de m'interviewer, les amis de la fédération étaient là et c'est de la Linafoot. Je leur avais dit, écoutez, chers amis, pour lutter aussi contre la violence dans les stades, il faut que la phase retour du championnat, qu'on puisse augmenter un peu le prix des billets, passer de 3 000 à 5 000. Mais qu'est-ce qu'on voit au retour? Ils ont mis toujours le même prix. Donc, le problème dans ce secteur aussi, c'est un problème d'hommes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont toujours des tares, que ce soit au niveau de la Linafoot, de la fédération, tout ça, qui ne veulent pas changer. Qui disent que ça a toujours été comme ça, il faut faire avec. Mais, dans les jours qui viennent, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Alors, mollo. Oui, revenons à l'équipe nationale. Le football, l'équipe nationale comprise, a brusquement pris de l'ampleur ou du succès, on va dire ça comme ça, sous votre mandat. Vous étiez en train de nous expliquer comment cela se faisait et par qui cela se faisait. C'est l'explication que vous n'avez peut-être pas encore terminée parce que vous avez parlé du chef de l'État. Oui. Je parlais des résultats de l'équipe nationale, c'est l'implication de tout le monde, en commençant par son excellence monsieur le président de la République, les gouvernements de la République, parce que John, je voudrais
vous informer, si vous ne le savez pas, que même les staffs techniques, les entraîneurs, les Ibenge coachés, vous voyez, ce n'est pas la fédération qui les paye, c'est le gouvernement congolais. C'est-à-dire qu'on doit sortir des moyens au niveau du gouvernement par rapport à l'accompagnement de ce secteur d'encadrement de la jeunesse. Et après le gouvernement, il y a la fédération qui met la volonté et des contacts. Parce que la victoire n'est pas seulement sur le terrain. Il y a l'organisation aussi qu'il faut compter. On peut vous envoyer des arbitres kamikazes et tout ça. Bon. Et ce n'est pas seulement congolais. Ce soit au niveau africain, au niveau international. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire avec. Les staffs techniques aussi. Et la volonté des athlètes. Depuis qu'on est arrivé à la tête de ces ministères, on est en train de faire le réarmement moral. On donne le goût aux jeunes gens, le goût de vouloir jouer. Vous savez, à l'époque, les joueurs ne pouvaient pas se déplacer ici pour venir jouer au pays s'ils n'ont pas encore payé. Et là, depuis que je suis à la tête de ce ministère, vous n'avez jamais entendu parler de la problématique de primes des joueurs. Non, ils viennent, ils ont envie de jouer. J'ai même dans le tiroir ici de mon bureau des maillots des enfants qui évoluent en Europe, qui n'ont jamais été au Congo. Donc les parents insistent, Excellence, essayez de voir le coach, les enfants viennent venir jouer au pays. Nous avons donné la joie, par le sens des contacts, à tout le monde pour les victoires. Et les spirituels qui nous accompagnent depuis qu'on est à la tête de ces ministères, que ce soit pour les clubs, pour l'équipe nationale, cela montre à suffisance que maintenant tout le monde a les goûts pour le sport et particulièrement le football congolais. Oui, vous l'avez si bien dit, on a constaté un retour en masse des jeunes Congolais vivant à l'étranger, ce qui quand même fait beaucoup de bien au pays, parce que bon, ils ont vécu dans un autre système, peut-être en ce qui concerne l'apprentissage. Mais alors, comment vous en sortez avec eux? Parce que très souvent, c'est on va dire, des binationaux. C'est des gens qui avaient attendu, pour certains, les tout derniers en date. Parce qu'après Marcel Tisserand, il y a un autre dont le nom m'échappe, qui ont décidé qu'ils n'étaient plus en mesure de jouer pour l'autre nation. Mais comment vous réglez ces problèmes? Parce que dans notre pays ici, on a des sérieux problèmes de nationalité, telle a une double nationalité, telle n'a pas, ainsi de suite. Mais comment vous en sortez avec eux? Non, ce n'est pas au niveau du gouvernement congolais seul. C'est la chance que nous avons avec la réglementation de la FIFA, la CAF, qui admet cela. Si l'athlète n'a pas encore joué au niveau de la sélection de son pays d'adoption, si je peux utiliser les termes, il peut jouer pour son équipe nationale. Il peut jouer pour son équipe nationale. C'est une réglementation internationale. Et tous ces jeunes gens qui voient les autres comment jouer ici. Vous savez, aujourd'hui, John, on a beaucoup de comités de soutien de l'OPA à l'étranger. C'est pour ça que tous ces jeunes gens, par rapport à l'ampleur, l'amour de la patrie, par rapport à ce qu'ils voient sur Internet et les images de ce que nous avons réellement donné, l'envie d'être congolais, le vouloir, l'envie, la joie d'être congolais, surtout avec le chant. Cela fait que beaucoup de jeunes gens qui attendaient jouer dans les sélections des pays dans lesquels ils se retrouvent, puissent, dans le cadre de cette réglementation de la FIFA, opter pour jouer pour l'équipe nationale de la RDC. Non, ça ne dépend pas de notre pays, c'est une réglementation internationale. Bien, nous allons continuer. Je vais passer la parole à Gloriel Tom pour évoquer une question d'actualité en ce qui concerne la Linafoot. Excellence, en parlant de la Linafoot, vous avez suspendu la Linafoot à Kinshasa. Et à cause de violences qui est faite dans nos stades. Si cela est avéré pour Kinshasa, et qu'en est-il d'autres provinces de la RDC? Mon secrétaire général qui m'a fait le rapport, le secrétaire général de l'administration des sports, M. Okito, qui m'a fait le rapport, me dit que l'insécurité est pratiquement sur l'ensemble du territoire national en ce qui concerne des compétitions de la Linafoot. Vous pouvez comprendre qu'une équipe vient pour entrer au stade, on bloque tous les restes des joueurs, ils entrent au stade au nombre de 7. Et les matchs se jouent et la Linafoot veut valider même les résultats de ce genre de compétition. Et des casses, aujourd'hui vous avez appris ce qui s'est passé à Bukavu avec Mongano et tout ça. Non, la situation est généralisée. Et aussi avoir d'autres mesures, notamment la non-application de la note circulaire 047, signée par le ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs, par la Linafoot. Au moment où cette note est appliquée par la fédération, nous avons compris tout simplement que c'est de la méchanceté ou de vouloir être tout simplement
des gens qui ne savent pas respecter la réglementation de la hiérarchie. Et si la fédération congolaise accepte de respecter cette note circulaire 047 et la NAFOOT refuse, on fait quoi? On a arrêté, pas définitivement, mais nous avons posé de préalables. Chers amis de la NAFOOT et la fédération, vous voulez qu'on puisse redémarrer, respectez ça, respectez ça, respectez. Et pour cela, vous n'avez que plus ou moins 30 jours, du 15 au 14 janvier 2017. Si vous ne respectez pas, donc la mesure va continuer à perdurer. Et à cause de cela, pourquoi ne pas faire jouer les matchs à huis clos? Oui, mais j'ai échangé avec les dirigeants de club. S'ils avaient cette proposition-là, on pourra peut-être examiner la proposition ensemble, hein, parce qu'après que j'ai instruit les secrétaires généraux au sport, qui à son tour avait écrit à la Fédération congolaise de football pour saisir la NAFOOT, et j'ai organisé une séance publique. C'est comme ça que je communique depuis que je suis à la tête de ces ministères. C'est qu'après avoir pris un certain nombre de mesures ou décisions, j'ai mis ensemble les dirigeants de club pour leur parler. Et comment ils trouvaient, bon, et tous ils étaient d'accord avec moi. Pratiquement tous qui avaient répondu à cette invitation, ils étaient d'accord avec nous. Et s'ils avaient cette proposition à faire, on pouvait encore examiner. Mais voyons voir dans quelques jours ici ce que nous allons décider ensemble. Mais ce qui est malheureux, c'est que pendant qu'on est au stade, les troubles, la violence, n'est pas seulement à l'intérieur du stade, même à l'extérieur. Le jour qu'on va vous donner des images, vous allez constater que même l'intifada palestinien, c'est pas de cette manière-là. Les jets de pierres, même à l'extérieur, on casse des véhicules, même sur Saint-Louis, à plus de 300, 400, 500 mètres du stade. Donc il y a toujours un problème qu'il fallait d'abord arrêter et réfléchir comment redémarrer. Vu cette décision, les équipes ont déjà pris l'élan pour la compétition et vous avez directement suspendu à cause de violence. La suspension ne va pas affecter les équipes ou la performance des équipes ou des athlètes parce que vous avez stoppé, ils ont déjà l'élan et là ils vont arrêter pour reprendre après. Pas du tout, maman, pas du tout, parce que j'ai vu le dirigeant de club être très content. Dire que nous profitons de cette suspension pour réajuster les tirs. Donc je vous donne l'exemple. Ces dirigeants qui ont parlé, ce n'est pas moi qui faisais des commentaires, des dirigeants de club qui disaient qu'ils étaient d'accord avec ces décisions. Il y a déjà l'équipe de l'ASV Club qui pourra se déplacer d'ici là en préparation pour la compétition africaine. Il y a des amis de Renaissance qui avaient dit qu'ils étaient d'accord avec la mesure, que ce soit Daring, Don Bosco et les autres. Tous ceux qui avaient pris part à cette réunion-là n'ont pas trouvé à redire. S'ils ont des problèmes, mon bureau, je reçois du lundi à dimanche. Donc je suis dispo à les écouter et savoir quelles sont les propositions que nous devons faire. Mais ce que nous devons combattre tous ensemble, c'est la violence. Et pourquoi cette décision avant le 19? Le 19 qui est une date dans les têtes de Congolais, c'est compliqué, les 19. C'est une question qu'il faut poser au général Kanyama. Donc moi je fais le sport, je ne fais pas la sécurité, je ne fais pas la politique dans le sport. Je crois que c'est une bonne question. Vous pouvez prendre votre véhicule, descendre au commissariat général de la police. Vous aurez une réponse du général Kanyama concernant la date du 19. Donc je ne voudrais pas m'y mêler. Donc c'est déjà des raccourcis. C'est tout simplement les raccourcis des Congolais quand on pose un problème qui est vrai. Aujourd'hui, aller sur le net, mais on est déjà habitué à ce genre de comportement à la congolaise, parce que je me posais la question si le Facebook était venu seulement pour les Congolais. Facebook, Twitter, c'était pour tout le monde ou c'était seulement pour les Congolais, où ils peuvent fomenter des trucs, monter des mauvaises infos. Même un parent responsable avec calvitie, responsable en train d'écrire des bêtises sur Internet, c'est malheureux vraiment. Les Congolais, c'est un homme encore à retravailler, parce qu'en ce sens que je ne comprends pas aujourd'hui qu'il y ait quelque chose qui est clair et net. On vous donne les raisons qui n'appellent pas débat. Vous allez voir quelqu'un qui vous ramène à la date de 19. Qu'est-ce que ça signifie la date 19? Le 19, c'est la fin du mandat du président, le deuxième mandat du président de la République, mais cela n'a rien à voir avec le sport. Alors qu'on nous dise aujourd'hui que nous allons commencer à créer des équipes nationales, une équipe de l'opposition, une équipe de la majorité, mais c'est quoi? C'est terre à terre ça. C'est tout simplement, c'est à la congolaise ça. Ça c'est à la congolaise. Et comme je dis toujours, on connaît le joueur et les jeux. Bon, heureusement, ils sont tous là-bas à Senko en train de se parler. Et au finish et au fond, vous allez comprendre, c'est un problème de partage de pouvoir. Au finish,
Donc on connaît les joueurs et leurs jeux, c'est ça les Congolais. Malheureusement, au lieu de voir des choses avec objectivité, et non mais pourquoi, qu'est-ce qu'il y a à la date de 19? J'ai vu même des juristes qui commencent à perdre même le nord. Même ceux qui avaient défendu de dire aujourd'hui que toutes les institutions mises en place par élection ne pourront partir que par élection. Même ceux qui avaient défendu mordicus ce genre de position il y a 3, 4, 5 ans, c'est la même personne aujourd'hui qui change de vision. Alors moi je dois croire à de tels messieurs. Okay. On doit faire beaucoup de prières, John. On doit faire beaucoup de prières pour les Congolais parce que ça, c'est un peuple, un monde à part. Voilà, vous avez un objectif, Cannes Gabon 2017 et Russie 2018. Aujourd'hui, on vous appelle ministre champion. Quel est votre plan de bataille pour Gabon 2017? C'est déjà. Oui. Vous savez, quand on est dans les stratégies, il est difficile de les dévoiler à la télévision. Évidemment. Et la vérité, c'est qu'on a quand même mis longtemps pour avoir un tel rythme dans les sports congolais. On a quand même mis longtemps. Donc, John accepte que je puisse garder encore secret. Mais seulement de savoir que c'est un secret que nous sommes en train de livrer par rapport aux résultats qu'il y a sur terrain. C'est pas difficile, mais c'est de quelques stratégies qu'il faut mettre en place. Écoutez. Il faut écouter, et il faut contacter, il faut agir. Donc, le sport, l'organisation, la victoire, ce n'est pas seulement sur les tapis verts. Donc, c'est des choses que nous maîtrisons. Nous allons continuer le même style, comme ça a été à Boutar et Kigali. C'est la même manière que nous allons faire à OIM et Libreville. Mais les styles d'Denis Kambaï risquent de beaucoup nous manquer, vu que vous êtes dans un gouvernement démissionnaire. Faudra-t-il vraiment qu'on trouve une façon de faire pour que vous continuiez ce que vous avez déjà commencé à faire? Oui, chaque fois qu'on me pose cette question, je dis que le pouvoir de nomination de révocation dans notre pays, conformément à la Constitution, appartient à son Excellence Monsieur le Président de la République. C'est lui qui m'a fait confiance à la tête de ce ministère ici. Le jour qu'il me dira que Denis Kambaï, pour aujourd'hui, ça suffit ce que vous avez fait, je dirai merci Raïs, et je ferai autre chose. Donc, tant que le chef de l'État me fera confiance par rapport à ce que j'ai en train de faire, nous amènerons toujours ce qu'on sait faire au niveau des résultats que nous recherchons. Comment donner la joie aux Congolais en ce qui concerne le sport. Mais dans le sport, il y a trop d'ignorants aussi. Il y a trop d'ignorants. Il y a des gens qui parlent de la jeunesse sans beaucoup de maîtrise des concepts de la jeunesse, de quel âge à quel âge. Et est-ce que ce pays, depuis 60, quand est-ce qu'on a eu à parler de la politique nationale de la jeunesse? Et aussi quand on parle des concepts jeunesse, nous étions, en faisant la comparaison avec les statistiques de la population congolaise en 1960, on était un nombre de combien? Aujourd'hui, on est un nombre de combien? Mais aujourd'hui, c'est la foire, John, quand je vois des gens à la télévision parler de la jeunesse. Chacun parle de ce qui lui vient sur sa tête. Un jour, on fera une émission avec vous, essentiellement sur la problématique de la jeunesse. Je vais vous étaler tout ce que nous avons déjà fait à la tête de ce ministère en ce qui concerne la jeunesse. Mais ce que vous pouvez retenir, c'est que la politique nationale de la jeunesse, depuis que la RDC n'a commencé qu'avec Joseph Kabila Kabange en 2009, ici. Je regarde, depuis 60, nous n'avons jamais eu une politique structurée comme ça de la jeunesse. Non, même on va nous parler de GMPR. Non, c'est des structures d'encadrement. Mais la politique nationale de la jeunesse qui a été, dont on avait lancé l'idée en 1991 à la conférence nationale souveraine, à la commission socio-culturelle, c'est la première fois qu'on a parlé de la conception d'une politique nationale de la jeunesse qui n'existait pas depuis 60 jusqu'à 91 à la conférence nationale souveraine. Mais le premier arrêté de la mise en place d'une commission qui devait examiner cette politique nationale de la jeunesse est arrivé en 2004, pendant que le président Joseph Kabila est devenu chef de l'État. Vous comprenez que nous venons d'où où nous allons. Nous étions dans un trou noir. Et pour ressortir de ce trou et penser conception de la politique nationale de la jeunesse. Et cette politique a été mise en place depuis 2009, qui devait être, par rapport à la mise en mouvement de cette politique en 2012,
de tout ce qui est arrivé, des guerres de l'Est et tout ça, et ça posait des problèmes. Bref, nous maîtrisons les concepts. Nous avons besoin de suffisamment de moyens pour appliquer cette politique nationale de la jeunesse. Ok, je voudrais avoir votre commentaire sur aujourd'hui cette sorte de floraison des mouvements des jeunes, qu'on appelle des mouvements citoyens, très engagés en politique, notamment les Lucha que vous connaissez et d'autres. Il y en a beaucoup. Hein. Vous avez un commentaire à faire? C'est des jeunes qui se sentent négligés? Non, il ne faut pas confondre le terrorisme avec les associations. Il ne faut pas confondre le terrorisme avec les associations. C'est-à-dire qu'une association mise en place, il y a des normes. Elles doivent être reconnues, il y a des statuts, des règlements intérieurs, l'autorisation provisoire de fonctionnement, la personnalité juridique et l'adresse de l'association. Mais si aujourd'hui, 10, 20 garçons se rencontrent, parce que les méthodes, tu sais, j'ai été un grand dirigeant à l'université de Kinshasa. Oui. Nous pouvons faire notre propre lucha, nous pouvons faire notre propre film, nous pouvons faire à l'université de... C'est quoi l'histoire? Je suis dans ma chambre parce que j'ai un objectif à faire, à écouter. J'appelle quelques jeunes gens, les bantarés, ils montent dans les bus, tout ça, petit, prenez, allez, descendez, allez vous faire comme des kamikazes, arrivez là-bas, sortez des banderoles, quand on vous arrête, moi je suis à côté en train de dire à RFI, on a arrêté de... Mais si vous allez prendre ce genre, quel est le problème? Vous n'allez pas avoir une idée structurée. Vous n'allez pas avoir une idée structurée. C'est ça ce qui se passe. Au contraire, c'est des fois, nous-mêmes qui donnons la valeur à certaines choses, nous donnons la valeur à certaines choses parce que aujourd'hui, une réclamation légitime d'un jeune, qu'il soit de telle ou telle structure, ça peut poser un problème. Nous savons que tout jeune qui finit l'université doit travailler. Donc il y a un problème de chômage, le manque d'emploi, l'encadrement des jeunes. Donc c'est un problème. Mais pourquoi ce chômage? C'est parce que le même style qui a été utilisé vers les années 90, tout a été pratiquement pillé. L'économie a été ramenée pratiquement par terre. Comment il faut ramener et ressortir l'économie de là où elle était? Avec quelle entreprise? Nous avons combien de jeunes diplômés qui terminent aujourd'hui? Et ils sont orientés pour quels emplois? Vous comprenez? C'est pour cela que nous, au niveau du gouvernement, bien sûr, nous avons connu un grand retard pour la mise en place des comités de pilotage interministériel. Parce que quand vous m'avez parlé de l'emploi des jeunes, je vais vous renvoyer très rapidement, John, au ministère de l'Emploi, chez mon frère vice-premier ministre Makiashi, qui collabore avec la BAD et tout ça sur l'emploi des jeunes. Je vous dirais que le ministère de la Jeunesse, je n'ai aucune maîtrise sur ce problème d'emploi des jeunes. Et pourtant, la logique voudrait que par le cas des comités de pilotage, qui ensemble, nous puissions voir comment l'encadrement de la jeunesse. Aujourd'hui, le ministère de la Santé, l'encadrement de la jeune fille contre les grossesses non désirées, maladies sexuellement transmissibles et tout ça, ce ministère a une part de responsabilité en ce qui concerne l'encadrement de la jeunesse sur cet aspect des choses, sur la santé des jeunes. Et la formation avec les PSP, formation avec l'enseignement supérieur universitaire. Donc tous ces ministères devaient travailler ensemble afin que nous puissions tous faire avancer la politique nationale de la jeunesse. Mais il s'est fait aujourd'hui que non. Et en l'absence de ce comité de pilotage interministériel pour mettre ensemble tous ces trucs, chacun tire dans sa direction. Bref, John, la politique nationale de la jeunesse, cette politique est vaste. Et beaucoup de choses que vous voyez aujourd'hui, des revendications à caractère politique de soi-disant associations des jeunes. Non, j'ai dit, ça c'est tout simplement de la manipulation. C'est de la manipulation de la jeunesse, bien sûr, par des officines qui savent que par rapport au courage, voilà ce que nous pouvons faire. Par rapport au courage de la jeunesse, voilà ce que nous pouvons faire. Non, ce ne sont pas des associations de jeunes, mais c'est des groupes, des groupuscules de jeunes qu'on peut manipuler d'une manière ou d'une autre pour les objectifs peut-être qu'elles ne maîtrisent pas. Le Congo a 9 frontières. Même les metteurs en scène qui voulaient parler en termes de la balkanisation de la RDC. À un certain moment, vous avez toujours suivi mon frère ici, Freddy Moulumba, dans plusieurs chaînes. Mais c'est un problème. Aujourd'hui, déstabiliser la RDC, c'est déstabiliser toute l'Afrique. Tout à fait. Déstabiliser la RDC, déstabiliser toute l'Afrique, ça ne sera plus contrôlable. Ça ne sera plus contrôlable parce que aujourd'hui, le gouvernement central a une certaine maîtrise avec la stratégie de son excellence, monsieur le président de la République. À l'époque, vous vous rappelez,
On avait déjà une république vers le nord, avec les MLC, l'armée, le pouvoir, les entreprises, les ministres. De l'autre côté, avec RCD, RCD, KML. Et c'était difficile de penser que le Congo pouvait... C'était déjà le plan de la balkanisation de la RDC. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent toujours sur ça. Comme on a eu à faire Soudan du Nord, Soudan du Sud. Il y a des gens qui sont dans des officiers qui travaillent sur base de ces calculs-là. Mais des politiciens congolais, comme peut-être beaucoup ne voient pas très loin, ils voient que leurs intérêts personnels, je vais être ministre, je vais être ceci, je vais... Ok, c'est bien. Mais est-ce que vous voyez les dangers qu'il y a en cours chaque fois que vous avez des discours extrémistes? Donc, j'encourage beaucoup de jeunes, mais il y a beaucoup qui rêvent. Parce qu'ils ne font que le travail des autres. Ils se font utiliser comme des marionnettes tout simplement, mais au service des autres. Qui sont vraiment les tireurs de ficelles, qui savent comment ils orientent des choses. Voilà, on va peut-être terminer par là, mais vous êtes un acteur politique, vous êtes un juriste de formation. Justement, par ces fameux 19 décembre considérés comme une date fatidique, il y a des jeunes qui se disent aussi concernés d'une manière ou d'une autre. Je crois que ça sera la grosse main d'œuvre, ça sera les jeunes. Alors vous, en tant que patron des jeunes, quel est le discours que vous avez à l'égard de cette catégorie de la population? Les discours, je l'ai toujours tenu. Les discours, j'ai toujours encadré une certaine catégorie de jeunes. Heureusement, ceux-là ont même pris part au dialogue qui s'est tenu dernièrement. Ils ont fait avancer leurs arguments. C'est de voir aujourd'hui des jeunes qui n'ont pas voté en 2006, qui n'ont pas voté en 2011, se faire enrôler pour que nous allons ensemble aux élections prochaines. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas avoir le pouvoir outre mesure que par des élections. C'est pour cela que je m'étais déjà présenté comme un des directeurs de campagne de tous ces candidats jeunes qui seront dans des communes, au niveau de députation provinciale, députation nationale, afin de faire les combats pour la régénération de la classe politique. Il faut que les jeunes, je vis quand même à la télévision, des jeunes de MP, de l'opposition, ils commencent à se rencontrer. C'est ça le combat que nous devons mener sur la régénération de la classe politique, parce qu'on ne doit pas continuer avec les mêmes méthodes d'il y a des années 60, 65, 80, 90, les mêmes méthodes. Le Congo est en train de vieillir, comme je dis, et trop grandir par rapport à l'âge. Aujourd'hui, c'est ça. 56 ans, 56 ans d'indépendance, mais on ne fait que du surplace par rapport au mental de l'homme politique. Les mêmes méthodes, les mêmes comportements, et quel égoïsme par l'amour de la patrie. C'est pour cela que les jeunes doivent comprendre qu'on n'a pas de solution maintenant à comprendre que non, les 19, c'est la fin du mandat du président de la République, deuxième mandat du président de la République, mais les 19, ce n'est pas la fin du monde. La Constitution est claire. Aucun juriste n'est de bonne foi. Aucun juriste de bonne foi nous pourra nous dire aujourd'hui que non, à la fin du mandat du président de la République, qu'il y a le chaos. Non. Le président de la République actuel ne pourra céder son fauteuil avec un autre président élu. C'est constitutionnel. Moi, j'ai vu des professeurs d'université français, belges en train de faire le débat. Moi, je dis, comment nous, on ne peut pas comprendre? Mais c'est pas qu'il y a trop de sorciers, trop de méchants. C'est pour ça que je lance encore un appel aux hommes des églises, aux pasteurs. Demain, c'est déjà dimanche. De continuer à prêcher l'amour de la patrie, l'amour du prochain. Parce qu'on vous dit clairement, aujourd'hui, les gens qui veulent faire trop de bruit, ils comprennent que les sénateurs qui sont là, nous étions députés élus de Kinshasa, et j'étais même président des députés élus de Kinshasa, et nous les avons laissés en 2011. Comme au Sénat, il n'y a jamais eu des élections au niveau des députations, ils ont continué. Mais aujourd'hui, on ne doit pas faire par rapport à ce que je ne suis pas là. Il faut que la terre brille. Donc, jeunes, que personne ne nous raconte des histoires. Nous avons pillé la foire internationale de Kinshasa. Vous connaissez l'histoire de la foire internationale de Kinshasa, l'IMET industriel, General Motors et d'autres structures que nous avons détruites. Il faut repartir parce que chaque fois qu'on détruit, voilà, que nous avons détruit en 90 jusqu'à aujourd'hui, plus d'une vingtaine d'années, nous n'avons encore rien fait par rapport à ce que nous avons détruit. Nous devons refaire autrement. D'où il ne faut jamais céder à ceux qui veulent faire des choses pour leurs propres intérêts.
Donc nous n'avons pas un Congo d'occasion d'Europe ni un Congo de rechange. La colère peut intervenir pendant un peu de temps et on va regretter toujours après. Donc pour le moment, celui qui a une activité à faire le lundi 19 n'a qu'à aller faire ce qu'il peut faire. Celui qui n'a rien à faire, au lieu de sortir, aller dans la rue pour aller casser et piller, autant raison rester à la maison et méditer autrement. Parce que c'est que nous devons être fiers, nous, jeunes, d'aujourd'hui, moi je ne suis plus tellement jeune par rapport à la loi, c'est à notre politique nationale de la jeunesse qui parle de la jeunesse du 15 à 35 ans. Nous, les vétérans de 50 ans à discuter maintenant, nous devons comprendre que non, qu'est-ce que nous allons léguer conformément à notre hymne national à la jeunesse qui vient après nous. En un mot, ne cédez pas aux vendeurs de vent, ceux qui veulent voir de ce pays être balkanisés. Parce que c'est ça le projet. Nous ne voyons que des choses d'à peu près, parce que personne dans la logique actuelle, par la force et non par élection, ne peut amener à détruire les institutions de la République telles qu'elles se présentent actuellement. Nous pouvons être mécontents de tel ou tel fait, mais les jeunes doivent commencer à comprendre que nous devons nous organiser, John, pour que nous puissions faire l'ensemble, la politique de la régénération de la classe politique, tout tendances confondues, que nous soyons de l'opposition ou de la majorité. Il faut quand même que d'autres visages se présentent sur la scène politique de la RDC. Et ça se fait comme ça à travers le monde. Je voyageais quand même dans beaucoup de pays, surtout au niveau de l'Afrique, surtout l'Afrique de l'Est. Vous voyez dans des banques, vous voyez que c'est des jeunes. Dans des ministères, vous sentez que c'est des jeunes. Donc vous sentez qu'il y a quand même une classe politique qui change. Et les autres, leur place, c'est au Sénat pour continuer à donner des conseils à la nouvelle classe politique. Je vous remercie, M. le ministre. Je vous en prie, John.